Bienvenue à cette projection du film sur le temple d'Artémis. Ce soir, nous allons faire un voyage grâce à Suisse Medculture et au lien entre la Suisse et la Grèce, un voyage en Grèce. Et j'ai à côté de moi le professeur Pierre Ducret, professeur honoraire d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université de Lausanne et ancien directeur de l'école suisse d'Athènes, qui vous dira quelques mots. Sans plus tarder, je passe la parole à Pierre et j'aimerais encore dire une chose. Nous organisons cette soirée en partenariat avec l'organisation culturelle Flux, présidée par Madame Cynthia Audier, qui est très active en Grèce. Et ce soir, nous avons deux représentants de l'association Flux que je salue. Bonne soirée et je passe la parole au professeur Ducret. Merci François, merci Michel. Michel et François font une œuvre extraordinaire. Je les remercie de nous accueillir. Nous accueillons l'école suisse d'archéologie en Grèce. Mais avant tout, je voulais saluer la présence de l'ancienne conseillère fédérale Micheline Caniret, notre ancienne ministre des Affaires étrangères qui est parmi nous. Je salue aussi les ambassadeurs, dont François. Je salue un ancien juge et des représentants de Swiss Golf, du Golfe de Cran. Donc c'est un public tout à fait exceptionnel qui nous entoure ce soir. Il faut savoir donc que nous allons faire un voyage en Grèce. La Grèce, c'est un pays qui est riche en culture et en antiquité, comme vous le savez. Il y a une vingtaine de missions étrangères. La dernière est la mission chinoise qui vient de s'ouvrir. La première était la mission française qui s'appelle l'École française d'Athènes. Les Suisses ont tardé. On dit toujours que les Suisses se lèvent tôt et se réveillent tard. Ils se sont mis un peu tard à installer une mission archéologique en Grèce. Les premiers archéologues suisses qui ont travaillé en Grèce dans le cadre d'une mission ont travaillé en 1964. L'école suisse d'archéologie en Grèce remonte à 1975, donc on a exactement 50 ans. Et la Suisse travaille principalement dans le site d'Eretria, dans l'île 2B. Elle est emmenée, l'équipe suisse est emmenée par mon successeur, Sylvian Fachard, que vous allez entendre tout à l'heure. Sylvian Fachard est aujourd'hui professeur d'archéologie classique à l'Université de Lausanne et le directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Il a une brillante carrière, il a été professeur aux États-Unis, il a été vice-directeur de la mission américaine de l'école, l'American Institute for Classical Studies de Athènes. Il a été à Oxford, il a été un peu partout, il a publié beaucoup de livres, notamment sa thèse de doctorat sur le système défensif et le système d'organisation du territoire de la cité d'Érythrée. Donc c'est un très très bon connaisseur de la Grèce. Il sera accompagné du réalisateur du film, que vous verrez tout à l'heure, Sébastien Reichenbach. Tous deux vont parler après. Nous commençons par visionner le documentaire. Sylvian me disait qu'il y a plus de suspense si on commence par le documentaire plutôt que par de longues conférences. Donc je m'arrête ici et on va lancer le documentaire. Merci beaucoup de votre présence. La localisation du sanctuaire d'Artémis d'Amarinthos est longtemps restée l'une des dernières grandes énigmes archéologiques de l'Antiquité grecque. Depuis 50 ans, des archéologues suisses fouillent à l'île 2B, à 2 heures de route d'Athènes, et la persévérance a fini par payer. C'est fait, ils ont enfin trouvé le sanctuaire d'Artémis. Et c'est la preuve que pas loin, sous des tonnes de terre, le temple lui-même et la statue de la déesse attendent d'être mis au jour. D'abord menée en solitaire dans les années 60 par un jeune archéologue neuchâtelois, Denis Knöpfler, cette quête va devenir, 40 ans plus tard, une large entreprise collective qui réunira des équipes suisses et grecques. Il y a eu des moments de grand désespoir. On était certain que le sanctuaire se trouvait ici dans les parages. Et pendant 2 ans de prospection, on n'a trouvé aucun vestige antique en surface. Il n'y avait rien.
De la découverte des premiers vestiges au tournant des années 2000, jusqu'à l'identification formelle du sanctuaire en 2017, cette formidable odyssée constitue l'une des plus spectaculaires découvertes archéologiques faites en Grèce depuis 30 ans. Dans ce sanctuaire, il y a 1000 ans d'histoire grecque qui sont figées là à travers les vestiges archéologiques et à travers les inscriptions. Merci de vos applaudissements. Maintenant, la place est aux artistes, c'est-à-dire Sylvian, que vous avez beaucoup vu, Sébastien. J'ajoute que Sylvian revient de Zermatt, et pas seulement de Zermatt, il revient du col du Théodule, où il vient de faire 3 jours de prospection archéologique sur le même principe que ce qu'il a fait en Grèce. Donc vous avez un hyper malaisant à ma gauche, et je suis content de lui donner la parole. Michel va parcourir la salle avec le micro pour les questions que vous voudrez lui poser à nos 2 artistes, si je puis dire, l'archéologue et le cinéaste. Mais ils vont commencer par vous expliquer un petit peu les secrets de l'exploit. Merci. Avant tout, merci à vous, toutes et tous, d'être venus ici. Ça nous fait très plaisir. Avec Sébastien, on a eu l'occasion de présenter le documentaire dans des endroits divers, en Grèce notamment. Le documentaire a obtenu pas mal de prix, aussi notamment le premier prix du public au Festival du documentaire d'Athènes. Il a obtenu des prix aux États-Unis, mais Sébastien va vous en parler. Mais ça fait très plaisir d'être ici à Cran, en Valais, pour montrer ce documentaire. J'aimerais vraiment féliciter aussi Sébastien pour le travail qu'il a fait. J'ai vu ce documentaire plusieurs fois. Chaque fois, je le vois avec une nouvelle émotion, et il a fait un travail remarquable. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a un travail d'immersion. Et je pense que vous avez vu l'émotion des jeunes qui travaillent sur le site. Et Sébastien a capté cet enthousiasme, il a capté cette passion auprès de différentes personnalités, et il fait ressortir tout ça dans le documentaire de façon très éloquente. Mes documentaires animaliers favoris, c'est quand les animaux réagissent pas, ils ne regardent pas la caméra. Et ici, dans ce documentaire, c'est ça, les archéologues sont en confiance. Pourquoi ? Parce que Sébastien a su gagner leur confiance. Il n'est pas juste venu une semaine comme le 1930 où ils viennent et puis ils nous disent « vous ne voulez pas refaire ça, puis regardez pas la caméra s'il vous plaît ». Sébastien s'est intéressé au projet en Suisse, il est venu, il a fait la connaissance des équipes, il a pris le temps vraiment de connaître les différents parcours de vie des différents acteurs que vous voyez. Tout ça, ça ressort dans le documentaire. Il y a une confiance réciproque, et ce que vous voyez est très vrai aussi, et très honnête, et c'est grâce à son talent que ça ressort dans le documentaire. En deuxième point très important, c'est l'aventure collective, ce terme qui est mentionné à la fin par Denis Knopfler, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, je suis ici, je représente une équipe, j'ai un peu le beau rôle ce soir. Vous avez vu Samuel Verdant, avec qui j'étais sur le col du Théodule en cabane 4 jours. On fait de la prospection ensemble sur les glaciers avec l'état du Valais. Vous avez vu Tamara Sadjini, vous avez vu des étudiants. Vous avez vu cette passion aussi chez les jeunes qui viennent sur ces fouilles pendant des années. En 2020 et 2024, on avait 50, 60 étudiantes et étudiants qui venaient. Et tout ça ne serait pas possible, évidemment, sans l'aide aussi des institutions qui nous permettent de faire notre travail. Alors l'Université de Lausanne aussi, mais surtout la Confédération suisse, il faut le mentionner, qui a joué un rôle extrêmement important par le biais du CEFRI, donc le Secrétariat d'État à la formation, recherche, innovation. Et sans l'aide du CEFRI, on n'aurait jamais pu mettre en place le système que vous voyez. Faut savoir que derrière la fouille, il y a une organisation énorme qu'il faut mettre en place. Moi, je dis toujours, en jour de terrain, c'est 20 à 30 jours d'études par la suite. Vous avez vu la chaîne opératoire, vous avez vu les équipes, il y a le travail de fouille, on fouille 5 semaines l'été, c'est tout. Et toute l'année, il y a des équipes qui travaillent pour restaurer les objets, les étudier, les dessiner, les photographier et les interpréter. Donc c'est un travail de longue haleine. La fouille, c'est la pointe de l'iceberg. Et sans la Confédération, sans les sponsors, le Fonds national suisse de la recherche scientifique qui ont cru à ce projet, qui ont cru à la chance que ça représentait pour les universités suisses, pour les étudiants suisses, on n'aurait jamais pu mettre en place ce système, en quelque sorte, cette plateforme exceptionnelle qu'est l'École suisse d'archéologie et les fouilles à Marinthos.
Je souligne ici le rôle de la Suisse. Pourquoi? Parce que Pierre Ducret a eu l'occasion de le mentionner, il y a une vingtaine d'écoles étrangères qui travaillent. Les Suisses sont arrivés un peu en retard. Et le fait d'avoir retrouvé ce sanctuaire tardivement, ça a été une chance exceptionnelle. Une de plus, vous me direz, on peut revenir sur le rôle de la chance après, ça nous fait réfléchir beaucoup. Mais pourquoi je dis ça? La plupart des grands sanctuaires que vous connaissez, je pense à Olympie, je pense à Delphes, je pense à Delos, sont tous des sanctuaires qui ont été fouillés à la fin du 19e siècle, quand les techniques archéologiques étaient vraiment rudimentaires. Maintenant, on travaille avec de l'ADN, avec du microscope, on fait de la micromorphologie, on a des techniques qui sont absolument exceptionnelles, qui nous permettent vraiment d'interpréter des gestes. Et il y a une perte d'information énorme dans la fouille de ces grands sanctuaires. Là, la Suisse se retrouve avec l'une des dernières grandes découvertes, un des derniers grands sanctuaires grecs qui n'avait pas été découvert, et on a l'occasion de le fouiller avec les techniques de pointe qui sont disponibles maintenant. Et on est en train de dégager des tonnes et des tonnes d'informations. Et comme le dit mon collègue, on est au début d'une grande aventure. Donc il y a eu la découverte, c'était chouette, on est tous là, on apprécie cette découverte, mais maintenant on a 40 ans, 50 ans de travail devant nous, de fouilles, aussi pour analyser chaque objet, chaque détail, et ça va continuer. Et puis au-delà de la fouille, il y a le travail qu'on fait un peu ce soir, c'est la présentation de notre travail auprès du grand public. C'est absolument essentiel. L'archéologie, longtemps c'était la fouille et puis des publications un petit peu ennuyeuses à lire, lues par des spécialistes. Maintenant, de plus en plus, on doit transmettre ce message, et donc la transmission des résultats et du savoir, c'est absolument capital. Alors on va travailler sur le site aussi pour le mettre en valeur et l'ouvrir au public pour que tout le monde puisse le visiter. Alors voilà, je ne veux pas être trop bavard, pardonnez-moi, mais je voulais revenir vraiment sur le rôle joué par Sébastien dans cette magnifique histoire, et puis au travail d'équipe soutenu donc par nos institutions, sans lesquelles ça serait impossible de travailler en Grèce. Et puis, je termine sur la Grèce quand même, qui nous accueille. C'est assez exceptionnel de se sentir chez soi. Et il y a une confiance qui est donnée à la Suisse, et il faut le souligner, parce que c'est pas forcément évident pour des Grecs de voir des grands sites de leur patrimoine qui sont en quelque sorte fouillés par une mission étrangère. Mais là, il y a un travail d'équipe qui est fait, de la diplomatie scientifique, comme le CEFRI aime bien le dire. Mais merci à la Grèce aussi, qui nous accueille, les bras ouverts, et qui nous permet de faire ce magnifique travail. Voilà. Bonsoir à tous, à toutes. Je vais peut-être vous expliquer un peu, moi, comment ce film, je l'ai réalisé, comment le sujet aussi est venu un peu à moi, et comment j'ai essayé ensuite d'en faire un documentaire. C'était aussi une assez longue aventure, parce que dans un premier temps, on a commencé par faire des beaucoup plus petits films, c'était plus modeste. C'était des portraits d'archéologues que les AGL avaient envie de faire pour un projet FNS. Donc ils avaient reçu des fonds pour expliquer leur travail d'archéologue, montrer ce sanctuaire un peu à quoi ça ressemblait. Et c'était pour expliquer un peu, surtout à un public assez jeune, leurs travaux. Et puis c'était en 2020, tout ça, que ça a commencé. Et j'avais fait une semaine en Grèce une première fois. En 2021, une autre semaine pour faire des films en allemand. Et donc c'est des portraits comme ça, très courts, de 2-3 minutes, mais ça m'a permis de rencontrer l'équipe, de découvrir le sujet, le site, et puis surtout de me dire que ça mériterait plus que des portraits. Et donc moi, je réalise beaucoup de films de commande pour l'Uni, pour les PFL, ce genre de films. J'avais encore jamais fait de documentaire télé 52 minutes. Et fin 2021, j'ai été voir un producteur, Stéphane Goëlac l'image, et ensemble, on a essayé de monter un dossier. D'abord pour à la RTS, ils ont tout de suite été très vite intéressés par le sujet. Et puis après, il a fallu convaincre Arte, on a dû un peu plus batailler, mais au final, ils sont rentrés dans l'aventure et ils étaient très contents de l'être. Et donc voilà, c'est vraiment par petites étapes que le projet a pu se monter. Après, aussi les AG, très reconnaissants, je l'ai déjà dit à Sylvian, mais de m'avoir fait confiance. C'est vrai que c'était une énorme découverte, un énorme projet pour eux. J'avais encore jamais fait de documentaire. Ils m'ont fait confiance, et puis tout ça, c'était grâce à ces étés passés ensemble, 2020-2021, où j'ai vraiment pu apprendre à connaître l'équipe et leur sujet. Et donc en 2022, le tournage a pu avoir lieu. Ça s'est réparti en 4 semaines, donc un peu en Suisse, un peu en France, et puis beaucoup en Grèce.
On a filmé le début des fouilles 2022 et la fin des fouilles. Et ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'ils étaient vraiment en train de fouiller le temple cette année-là. C'était vraiment l'année qu'il ne fallait pas rater. Et on a eu la chance de voir toutes ces découvertes sortir de terre. Des fois on était là, des fois ils ont pu faire les images eux-mêmes parce que nous on était en Suisse. Et voilà un peu comment tout s'est déroulé de manière assez fluide. Après il y a eu la post-production qui était environ 20 semaines, donc un gros travail derrière les ordinateurs, avec une diffusion fin 2023. Puis c'est assez génial de se dire que voilà, le film était fin 2023, il y a eu plein de diffusions donc, à la télé, d'abord en Suisse, en France, en Allemagne avec Arte. Et puis maintenant c'est Arte qui distribue le film, donc il a été vendu au Canada, en Grèce, je crois que là il est en Pologne, c'est tout récemment. Et tous les festivals aussi en 2024 que le film a pu faire avec la Grèce, l'Italie, la France. Et toujours voilà, un public qui est touché par cette histoire et qui a du plaisir. C'est vrai que même un public qui n'est pas forcément passionné d'archéologie, trouve cette histoire touchante et a du plaisir à regarder le film. Et ça fait d'autant plus plaisir que cette histoire rayonne et continue à rayonner un peu partout autour de la planète. Donc voilà, si vous avez des questions, soit Sylvian, soit moi, c'est volontiers qu'on y répond. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, excusez-moi, une petite question technique. Pourquoi les fouilles durent-elles que 5 semaines l'été? C'est une excellente question. C'est la loi grecque qui l'exige. Donc chaque projet en Grèce, chaque école étrangère en Grèce bénéficie de 6 permis de fouilles. C'est un processus qui est assez long, qui est assez exigeant. Il faut fournir des preuves de financement, de pertinence scientifique aussi. Ça passe par une commission centrale qui examine toutes les demandes et qui vous donne un permis. Et la fouille dure entre 6 et 7 semaines, au grand maximum. Alors, ça peut sembler peu, mais c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a une masse d'informations qui est découverte tous les jours, et il faut traiter tout ça. Et travailler plus de 2 mois, ça ne serait pas vraiment responsable d'un point de vue scientifique. Donc c'est la raison pour laquelle on fouille que 6-7 semaines. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, question technique, ok, une fouille qui dure 5-6 semaines. Comment est protégé le site pendant que vous n'êtes pas dessus, et où se passe en particulier tout le travail de recherche derrière, en Grèce j'imagine, mais aussi peut-être ailleurs? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le site, à la fin de la fouille, on remblait tout. Donc il y a un remblaiement pour protéger les vestiges. Ils sont restés en sécurité, je dirais, plus de 2000 ans. Le fait de les sortir à l'air libre va détériorer la pierre, les objets, les trouvailles. Puis après, il y a des questions de pillage aussi. Et dès 2020, quand on a commencé à trouver les objets du dépôt, les 600-700 objets, il a fallu très vite prendre des mesures pour les protéger. Et donc à la fin de la fouille, on remblayait tout, sous 100 mètres de remblai pratiquement, avec des toits de tôle pour tout protéger. Il y a des caméras, la police est au courant, donc il y a une surveillance autour du site. Alors une fois que la fouille se termine, on a du travail au musée. Vous avez vu les restaurateurs au travail avec des métaux, mais il y a la céramique à traiter. On trouve des dizaines de milliers de tessons de céramique qu'il faut laver, dessiner, analyser, dater. Donc on fouille juillet, août, septembre on rentre en Suisse. On repart souvent en Grèce après pour étudier les objets. Ensuite on écrit les rapports, on soumet les rapports au gouvernement grec. On soumet les rapports ici pour la publication en Suisse et puis on travaille pratiquement toute l'année. Donc c'est un travail continu. Donc la fouille, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, mais derrière, il y a tout le travail d'études et de publication. Et le résultat, c'est la publication scientifique, donc avec des ouvrages, mais aussi auprès du grand public. Bonsoir. Merci de nous avoir conviés à la découverte de ce sanctuaire d'Artémis. C'est très émouvant de voir l'abnégation et ce travail de fourmi. J'ai 2 questions. La première, est-ce que il y a d'autres sanctuaires à découvrir encore en Grèce? Et ma deuxième question, est-ce que vous savez d'où provient le marbre qui a été amené sur le site, par bateau ou par d'autres moyens?
première question, le nombre de sanctuaires. Il y a des milliers de sanctuaires en théorie, mais il y a des sanctuaires qui ont une importance plus considérable. Donc on peut penser que par cité-État, par police, il y a souvent en grand sanctuaire dans la ville et en grand sanctuaire rural. Après, dans l'ensemble du monde grec, il y a 1000 cités connues par nom. Érythrée en est une. Ces cités ne produisent la plupart du temps très peu de sources écrites. Donc le fait d'avoir 10 mots chez Strabon, c'est déjà génial. Donc le fait qu'il mentionne le sanctuaire d'Amaritos propulse en quelque sorte ce sanctuaire sur la scène scientifique. Il y a énormément de sanctuaires grecs qui ne sont pas mentionnés par écrit, donc on ne connaît pas leur existence. Mais évidemment, ceux qui sont mentionnés sont les highlights, c'est vraiment les grands sanctuaires. Alors celui d'Amaritos, on exagère peut-être un petit peu, mais pas vraiment, mais c'est vraiment l'un des derniers grands mentionnés par les textes antiques qui n'ait pas été découvert. Est-ce qu'il y en a d'autres à découvrir? Oui, mentionnés par des sources, très peu. Mais la recherche continue. Vous m'avez vu en prospection, là, je m'extasie un petit peu trop peut-être sur un bloc dans la boue, et vous allez vous dire, mais il fait quoi lui? C'est pas possible. Mais derrière ce travail, il y a quand même le bloc découvert lors de la construction de la villa, qui nous a permis d'avancer. Il y a le bloc dans la stratigraphie que vous voyez en 2007, qui nous a permis de découvrir la fondation. Et puis, ce travail de prospection continue. Là, on avait une équipe avec une vingtaine de personnes. On prospecte l'ensemble de la plaine en marchant à intervalle de 10 mètres. Et puis, on a trouvé cet été, il y a quelques semaines, sur un des sommets qui surplombe Amaritos, à 1100 mètres d'altitude, on a trouvé un nouveau sanctuaire de sommet, avec énormément de céramique de très haute qualité. Et là aussi, il y a une inscription d'électrique qui mentionne Artemis Olympia, Artemis de l'Olympe. Et donc peut-être qu'il y avait ce sanctuaire en haut qui était connecté visuellement avec le sanctuaire. Donc oui, il y a encore des sanctuaires à trouver, mais beaucoup plus modestes, beaucoup plus petits. Et de toute façon, le travail continue. Donc potentiellement, il y a encore des belles découvertes en Grèce. Maintenant, votre question, le marbre, il y a plusieurs types de marbre. Le marbre était utilisé pour les inscriptions qu'on voit. L'essentiel de la construction du sanctuaire, c'était ce qu'on appelle du conglomérat. Il y a aussi du calcaire. Il y a des calcaires qu'on essaye de retrouver, de replacer dans la région, donc ça vient de là. Et puis il y avait aussi du marbre qui était importé, et on a fait des nouvelles analyses maintenant. Le temple était construit avec du marbre qui venait du conglomérat qui venait de Corinthe. Donc c'est vraiment très très loin. Donc ça vient par bateau, mais probablement que les architectes qui ont construit le premier temple aimaient travailler avec ce type de matériaux, et donc ils ont fait venir ces blocs depuis Corinthe. Alors en voyant les images, vous dites sanctuaire, temple, c'est un petit peu difficile. Sébastien, il fait un travail merveilleux avec la 3D, on voit ces portiques qui remontent. L'impression peut être un peu décevante quand on visite le sanctuaire. Il faut savoir que pendant toute l'époque byzantine, malheureusement, le sanctuaire a servi de carrière. Et donc, les Byzantins, au Moyen-Âge, allaient sur les sites antiques, récupéraient les blocs, les réutilisaient dans leur propre construction, et puis, malheureusement, ils avaient besoin de ces blocs de marbre pour faire de la chaux. Et donc, on a retrouvé sur le sanctuaire des fours à chaux. Et on a retrouvé même des fragments d'inscriptions en marbre dans les fours à chaux. Et donc pendant des siècles, malheureusement, toute l'élévation de ce portique, les colonnes qu'on voit sur la 3D, des inscriptions, peut-être même des statues en marbre, ont passé dans les fours à chaux. C'est tragique, c'est ainsi, la Grèce fonctionne comme ça. Donc chaque pièce compte, chaque fragment de marbre peut nous donner des indices pour mieux comprendre. Bonsoir et merci beaucoup, bravo pour cette réalisation. J'ai deux questions. La première, c'est plutôt pour le film. La découverte des trois doigts de pied, c'était un pur coup de chance? Oui. Là, vraiment, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que vous avez refait la scène et tout? Mais non, c'est vraiment... une des fouilleuses avait découvert ça, et elle voulait le montrer à Tamara, donc la responsable du secteur, et puis on dit « Ah non, attends. Alors, faut qu'on filme ça quand même, sa réaction en live. » Et donc, voilà, ce qu'on voit après, et aussi le restaurateur Harris qui écarquille les yeux. Donc, ouais, tout ça, c'était vraiment du sur le vif. Magnifique, ouais, c'est un pur cachet, alors ouais, magnifique. Et le deuxième, c'était plutôt par rapport à l'histoire. C'est quoi qui a fait qu'il y a eu un tournant, justement, avec cette époque byzantique par rapport à la religion? Comment ils ont pu passer vraiment de la vénération d'un temple incroyable à faire fondre tout ça?
Je n'ai pas la réponse. C'est une des grandes questions de notre humanité, de notre société aussi. Il y a un système païen qui se détériore. Il n'y a aucune révolution du jour au lendemain. Il y a un système qui ne fonctionne plus, qui émeut probablement moins les gens. Et puis il y a l'essor du christianisme qui va progressivement créer l'abandon de ces sanctuaires antiques. Alors ça prend des siècles, on est bien d'accord. Il faut imaginer 3-4 siècles de processus. Ça se voit un peu dans le sanctuaire aussi. Il est délaissé. L'âge d'or, c'est le 4e, 3e avant. Et puis progressivement, il y a des destructions, il est reconstruit. Puis tout d'un coup, il disparaît. Mais c'est le sort de la civilisation grecque qui s'éteint en quelque sorte, de cette manière, progressivement. Mais j'ai pas vraiment de réponse. Il y a des livres là-dessus, c'est un des grands thèmes. Mais peut-être que simplement les gens, les populations retrouvent moins ce réconfort dans ces dieux païens que la solution offerte par le christianisme. Mais c'est une grande question, c'est un grand débat et je ne peux pas répondre vraiment à votre question ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des liens institutionnels, économiques, sociaux différents entre les différents sanctuaires qui visiblement existent ou peuvent être trouvés en Grèce? Oui, c'est une excellente question. Les sanctuaires, les grands sanctuaires dans les cités sont beaucoup de choses en même temps. Vous avez vu des inscriptions. Ces inscriptions, ça peut être des inscriptions qui émanent de privés, mais il y a beaucoup d'inscriptions qui sont des décisions, des décrets ou des lois qui sont émises par la cité d'Érythrée. Et pour protéger en quelque sorte ces décisions, ces lois, on les plaçait dans le sanctuaire d'Artémis. Donc il y a une connexion qui est très forte entre les religieux, entre guillemets, hein, c'est un terme on pourrait débattre, entre les sacrés plutôt, et puis la sphère politique et sociale. Donc le tout est entremêlé, comme à notre époque, ça n'a pas changé. Mais les sanctuaires sont très importants pour les archéologues parce qu'on y trouve des inscriptions, donc des décisions politiques. On peut étudier le sanctuaire dans son contexte. Artémis aussi, le sanctuaire fonctionnait comme la Banque nationale suisse, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'il y avait le trésor de la divinité, une caisse sacrée. On a des inscriptions qui mentionnent cette caisse sacrée, on a des amendes aussi qui étaient payées à Artémis et donc à la cité, mais par le biais du sanctuaire. Donc le fait de pouvoir étudier un sanctuaire et les inscriptions nous permettent au fait, nous renseignent sur la cité, l'état politique et le système civique et politique de la cité. Donc c'est extrêmement important. Vous avez vu dans le documentaire cet escalier avec ces blocs qui sont soulevés. On a mentionné une inscription, mais il y en a d'autres aussi qui sont capitales et qui nous renseignent sur l'organisation politique. Donc les sanctuaires vraiment sont très importants et on a eu énormément de chance. On a eu de la malchance aussi, il y a pas mal d'inscriptions qui sont passées dans les fours à chaud, mais à l'avenir on pense trouver d'autres inscriptions de ce type qui nous permettent de nous renseigner sur le système politique et sur l'histoire de cette cité d'Érythrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on va prendre 2 questions. Cette question est la mienne. Une toute petite question. Effectivement, c'est l'école d'archéologie suisse et vous travaillez aussi avec des Allemands, des Français, d'autres écoles d'archéologie, parce que sur un site pareil, c'est quand même vraiment intéressant. Oui, alors on est seul, entre guillemets, sur le site. Donc c'est une collaboration avec l'État grec, donc avec l'Ephorie, donc le système, le service, si vous voulez, l'équivalent du service cantonal d'archéologie en Valais. Il y a le service en EB, et donc on travaille ensemble en collaboration. Mais le site, entre guillemets, c'est une concession scientifique qui est donnée à la Suisse. Donc on est les seuls à travailler avec les Grecs sur le site, mais il n'y a pas d'autres écoles étrangères. Donc c'est une lourde responsabilité sur nos épaules. On est aussi attendu au tournant. Toute la communauté qui travaille en Grèce internationale nous regarde les résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas avec eux. Et donc, on travaille avec une 50aine de spécialistes maintenant, dans différentes catégories, pour étudier des vestiges. Et là, c'est des savants qui viennent du monde entier en fonction de leurs compétences. Donc, pour résumer, c'est une concession scientifique qui est donnée à la Suisse par l'État grec, mais c'est une collaboration internationale avec des savants du monde entier. Merci. J'ai une question et un vœu.
Vous avez parlé de propriétaires, de beaucoup de petites parcelles. Comment se sont passées les négociations? Est-ce qu'il y a eu une expropriation? Comment vous arrivez et puis vous bouleversez tout? C'est une excellente question. On aurait dû au fait commencer par ça. C'est une question essentielle. La loi grecque exige que les écoles acquièrent les terrains avant de les fouiller. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais derrière cette réflexion, il y a une chose très importante. C'est que pendant très longtemps, l'archéologie a souffert des archéologues qui fouillaient 5 étés puis qui partaient, et qui laissaient des trous derrière. Le fait d'acquérir un terrain avant nous oblige en quelque sorte à y rester, et donc s'inscrit dans une vision sur la longue durée. Et cette longue durée, elle est essentielle en archéologie. Et je crois que le succès de ce temple, le succès de ce sanctuaire, de cette mission, c'est le résultat de 50 ans, 60 ans de travaux suisses avec une vision, celle de s'implanter modestement sur un site, de mettre tout le service scientifique suisse, le savoir suisse, l'excellence suisse dans un seul site et pas s'éparpiller. Et le résultat, c'est ça, dans mon avis, c'est 50 ans, 60 ans de persévérance, de patience, d'une vision, et on a le devoir de continuer avec cette même rigueur et cette même vision à l'avenir. Donc oui, il faut acquérir des terrains. Derrière la fouille du sanctuaire, il y a des achats. Pendant longtemps, les travaux ont été stoppés. En 2007, on avait ces petites parcelles, puis ensuite c'était fini. En 2012, on a eu des dons importants de privés en Suisse qui ont financé l'achat des terrains. Et puis ensuite, la Confédération a financé aussi l'achat de terrains qui nous a permis de dégager 4000 m² pour lancer le chantier que vous voyez. On a une politique d'achat constante. Chaque fois qu'on voit une petite parcelle, on va l'acquérir pour la protéger et puis pour permettre aux générations futures de continuer la fouille. Donc ça coûte cher, c'est un investissement, mais on a une vision devant nous, c'est celle de découvrir, enfin fouiller maintenant ce sanctuaire. L'expropriation, elle aurait été possible, et il y a une bureaucratie très lourde, 10-15 ans par terrain, dans le meilleur des cas, on n'avait pas ce temps. On voulait y aller, on avait de la chance, on avait des moyens, donc on a pu acquérir ces terrains. Et Pierre Ducret a joué un rôle très important, évidemment, dès 2007, quand il a vu le potentiel qu'allait représenter ce sanctuaire. Il a dit il faut essayer d'acheter ces terrains le plus vite possible pour les sauver, puis pour fouiller. Donc voilà, c'est vraiment le début de l'histoire. Je peux juste ajouter une anecdote. Les 4000 m² dont parle Sylvian étaient entre les mains de la dame qui possédait le bloc, l'endroit où était le fameux bloc, et qui a construit la maison à l'emplacement du bloc. Et là-dessus, on a commencé à expliquer à cette dame que selon toute probabilité, le sanctuaire se trouvait sous sa maison. Et pendant plusieurs mois, nous nous sommes approchés d'elle et on a fait de la séduction sous toutes les manières possibles, jusqu'au jour où la dame a débarqué dans le bureau de l'école suisse d'archéologie en Grèce à Athènes avec son avocat et elle a dit « La déesse m'a dit de vendre ». Est-ce que vous pourriez encore nous dire quelques mots sur votre campagne de prospection actuelle pour les Valaisans, les nombreux Valaisans qui sont ici ce soir, au col du Théodule? Merci. Oui, avec grand plaisir. Alors, comme vous le savez, malheureusement, nos glaciers fondent avec le réchauffement climatique. Et puis, ces glaciers qui fondent livrent des trésors d'informations sur l'histoire des Alpes, mais sur aussi l'acclimatement humain dans ces territoires et ces régions de montagne. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'Ötzi, ce chasseur extraordinaire qui est décédé dans des circonstances assez dramatiques il y a très longtemps, qui était trouvé à la frontière italienne et autrichienne. Vous connaissez moins le mercenaire du Théodule, peut-être. Quelqu'un le connaît? Voilà, on a quelques spécialistes qui le connaissent. Alors en 2016, on a trouvé l'équivalent d'Ötzi, mais c'était un mercenaire suisse. Je ne peux pas vous dire s'il était valaisan, mais qui rentrait probablement des campagnes d'Italie au XVIe siècle, comme mercenaire, et qui a franchi le Théodule pendant l'été, peut-être au mois d'août. Et malheureusement, il est tombé dans une crevasse avec ses 2 mules, et il a été retrouvé en 2016. Et donc ce mercenaire du Théodule a été retrouvé avec son armement, des épées qui nous permettent de le dater. Il était trouvé aussi avec un petit pistolet dans la poche, qui était un objet extrêmement rare. Et puis il avait beaucoup de pièces de monnaie avec lui qui venaient de toute l'Europe.
Donc on pense à un mercenaire ou en marchand maintenant, enfin je ne vais pas m'aventurer trop longtemps. Mais derrière ce mercenaire se trouve une voie de pénétration dans les Alpes, côté italien, côté suisse aussi. Et tous ces cols alpins, recouverts par des glaciers, recèlent énormément d'informations et toute une histoire, en fait une partie de l'histoire de la Suisse aussi, qui n'est pas connue parce qu'elle n'est pas documentée par des sources comme Strabon, par exemple. Et donc l'archéologie dite glaciaire est en plein essor depuis quelques années, où on va essayer de documenter au maximum tout ce que les glaciers recèlent avant que ça soit trop tard. Et donc il y a quelques années, on a reçu une proposition de collaboration avec l'OCA, donc l'Office cantonal d'archéologie du Valais, avec Caroline Brunetti, qui est l'archéologue cantonale, qui connaissait mes prospections aussi en Grèce et qui a dit on ne pourrait pas faire des méthodes similaires sur les glaciers. Alors au début on a dit oui, on va tester, et puis maintenant, depuis 3 ans, systématiquement on monte avec des équipes sur les glaciers et on fait comme dans le documentaire, en fait, on marche à 5 mètres d'intervalle et puis on parcourt tout le glacier. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors malheureusement on ne trouve pas des mercenaires ni des Hutsi tout le temps, ou des Hutset, ça serait vraiment bien, mais on trouve des bois, on trouve des morceaux de cuir, des souliers, on trouve des traîneaux, on trouve des luges, on trouve toutes sortes de choses. Ces objets, ils sont documentés, ils sont cartographiés au centimètre près sur les glaciers, donc on a des cartes de répartition. On étudie l'évolution des glaciers aussi, et on essaie de recréer au fait toutes les voies de communication dans les Alpes. Et ces objets sont datés ensuite, et on a des objets absolument extraordinaires qui ont été trouvés ces dernières années, notamment des bois qu'on peut dater de l'âge du fer, donc de 400, même 500 avant notre ère, puis l'époque romaine aussi. Donc on peut réécrire en quelque sorte ces prochaines années, grâce à ces trouvailles, l'histoire de transport et de communication dans les Alpes. Alors 2 ans on était dans le col Colomb, on a fait tout le glacier d'Arola, avec des belles découvertes, et puis maintenant Théodule, et puis on a un projet de collaboration sur 5 ans, où on va aller essayer de documenter systématiquement les glaciers en voie de disparition, malheureusement avant que ça soit trop tard. Voilà, j'essaie de résumer rapidement une question vraiment fascinante d'archéologie glaciaire. Merci beaucoup. Un petit souvenir de Swiss Made Culture avec votre nom gravé, comme ça, en faisant vos fouilles, vous pouvez manger un peu de fromage, il y a des ustensiles à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci. Idem, la même chose en filmant, vous avez faim, le fromage suisse vous attend. Merci, un verre de l'amitié nous attend à nous. Bonne soirée. Merci beaucoup.